Moins de lumière, plus d'étoiles, direction pour commencer le parc national des Cévennes qui a reçu le label mondial réserve de ciel étoilé. Plus au sud, la coopération entre la Corse et la Sardaigne prend forme dans le domaine du tourisme rural. Le tourisme, c'est aussi la voile, notamment sur la Côte d'Azur. Enfin, pour la séquence mémoire, regard sur la réserve naturelle de la Crau. Une distinction pour le parc national des Cévennes. Il vient de recevoir le label de réserve internationale de ciel étoilé. Après le Pic du Midi en 2013, il devient ainsi le deuxième site français à se voir décerner ce label. Un classement qui vient récompenser les efforts du plus vaste parc d'Europe dans la lutte contre la pollution lumineuse. C'est un crépuscule de fin d'été au bord du lac des Pises. Autour du berger, Guillaume Cana, photographe, et Jean-Marie Lopez, astronome amateur. Ce sont les derniers jours sur l'estive. Dès que le soleil va se coucher, nous on va pousser. On travaille le jour mais pas la nuit. Nous c'est l'inverse. Voilà, c'est bien. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Au revoir. À demain. À demain. Ouais. Brebis et bergers rentrent au bercail, tandis que Jean-Marie Lopez prépare ses instruments pour la nuit. Voilà. Nous sommes dans le parc national des Cévennes, au sud du Mont Aigoual. Voilà. Bon, tout est correctement, ça y est, tout est sous tension, parfait. Donc je vais déplacer. La Société astronomique de Montpellier a installé son observatoire ici en 1985. 2 télescopes entièrement construits par ses amateurs éclairés, idéalement placés au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé, sous les astres, exactement. On a signé notre convention avec le Parc national des Cévennes pour que la Société astronomique de Montpellier puisse installer un observatoire dans un site que l'on savait, pour l'avenir, protégé. Là, avec la réserve internationale de ciel étoilé, on est assuré d'une pérennité sur le très long terme et d'une amélioration surtout. Non loin de là, dans une obscurité totale, Guillaume Cana part s'installer pour la nuit. Dès que la lune s'en est allée et dès que le ciel est beau, je prends mon matériel et je vais sur le terrain. Guillaume Cana est photographe. Passionné d'astronomie, la voûte céleste est son studio. En pleine nature... Vous avez entendu le brame du cerf? Ça commence. Guillaume va traquer toute la nuit le cliché parfait. Vérifier le temps de pause, donc on fait juste une pause et on va voir ce que ça donne. Dans cet environnement préservé de la pollution lumineuse, même la photo de réglage est réussie. Mesurément, mais on va grossir un peu moins. Oui, voilà, on a bien la Voie lactée qui apparaît au-dessus de ce grand être. Ici, quand on est dehors depuis 10 minutes, on voit la Voie lactée merveilleusement, presque aussi bien que si on était dans un désert, très très loin des sources lumineuses. Donc on a vraiment une énorme différence de qualité de ciel. Que ce soit en vidéo ou en photo, Guillaume Cana capture un ciel insoupçonnable à l'œil nu. Le fait d'être sous les étoiles et de n'avoir aucune lumière autour de soi, ça c'est vraiment des moments très très puissants, très forts émotionnellement, qui amènent à réfléchir sur notre position un peu dans l'univers et sur la place qu'on a sur Terre. Pendant ce temps, devant son écran relié au télescope, Jean-Marie Lopez scrute un ciel très très lointain. Ce petit objet-là, ça représente des milliards de soleils, des milliards d'étoiles. C'est à des dizaines de millions d'années-lumière. Hein. Dans un ciel pollué, vous n'aurez jamais ça. Vous aurez pratiquement la moitié des étoiles qui sont sur cette image qui seront noyées dans la lumière. La lumière artificielle,
Voici le sort que lui réserve le village de Quézac en Lozère. Ici, le tiers des points lumineux est supprimé, le reste modifié. Donc là, nous sommes en présence d'une lanterne à vapeur de mercure qui consomme 150 watts. Oui, Et nous allons la remplacer par une lanterne à LED qui, elle, ne consommera que 50 watts. d'accord. Tout l'éclairage est rabattu vers le sol et aujourd'hui, on ne crée plus de nuisances sur le ciel étoilé. L'éclairage public sera aussi coupé une bonne partie de la nuit. Des économies pour le budget communal, 3 500 € par an. La modification pour la commune, ça va être un investissement de 18 000 € environ, enfin un peu moins de 20 000 €. Mais c'est vrai qu'avec de telles économies par an, nous allons très très vite avoir un retour sur investissement. Il reste à peu près 40% à charge de la commune sur le montant total des travaux. Il y a 30% de la part des fonds européens, 30% de la part du syndicat d'énergie. Et ça permet aux communes d'aller vers ce qu'on appelle le non-pollution lumineuse. Voilà, en fait. Le 13 août dernier, les 3 560 km² du parc des Cévennes sont devenus la 13e réserve internationale de ciel étoilé du monde, la plus grande d'Europe. Le label vient récompenser une réflexion et des efforts entrepris en 2013 contre la pollution lumineuse, ce phénomène toujours en augmentation dans le monde depuis l'arrivée de l'électricité. On a connu le tout noir, puis on a connu le trop éclairé, puisque c'était à une époque où il fallait que tout soit éclairé. Puis aujourd'hui, on est dans l'éclairé un peu mieux, puisqu'on a quand même réfléchi, on est dans la 3e phase. Et cette 4e phase, c'est d'éclairer juste. Aymeric Sulmon est guide moniteur au parc national. Ça fait envie ces figues. Dans son secteur du Mont-Lozère, il veille sur la biodiversité. Ce jour-là, sa mission le conduit dans une clède, un séchoir à châtaignes. Ah, je ne sais pas où elle était planquée, mais voilà un petit rhinolophe qui survole. On l'embête un petit peu et après on la laissera tranquille. À la recherche de chauves-souris, grâce à un amplificateur d'ultrasons, Aymeric détermine avec précision qu'il s'agit bien des fréquences émises par le petit rhinolophe. En France, il y a maintenant 35 espèces identifiées de chauves-souris. Et dans le parc national des Cévennes, on en est à 28 répertoriés. Donc on a une grosse responsabilité sur la conservation de ces animaux-là. Et la trame noire, c'est la conservation des lieux qui sont sans éclairage artificiel. Et les Cévennes, on a heureusement cette chance-là d'avoir très peu d'habitants, donc très peu d'impact lumineux, de pollution lumineuse. Et les chauves-souris en bénéficient beaucoup. À la tombée de la nuit, l'éclairage public s'allume à Vialas, au pied du Mont-Lozère. Dans cette commune, les travaux de modification sont terminés. Impact lumineux réduit, coupure de minuit à 5 h l'été, de 23 h à 5 h l'hiver. Le maire de la commune et les voisins du lampadaire sont ravis. Quand vous dormez, vous n'avez pas besoin d'avoir de la lumière dans la rue, hein, ça sert absolument à rien. Tout à fait, c'est excellent l'idée. C'est pas la peine. Hein. C'est parfait, on n'a pas besoin de faire des lumières pour rien. Une économie d'énergie. C'est ça. Ouais, et en plus, ça a aussi des conséquences sur la biodiversité, sur l'environnement. Donc on œuvre dans une démarche vertueuse, on va dire. Là. Le vrai impact de ces éclairages publics, il est évidemment pour les insectes. Quand les insectes sont autour d'un lampadaire, ils ne sont pas en train de se reproduire, ils ne sont pas en train de polliniser les fleurs, etc. Ils ne font pas leur travail, quoi. Donc au bout d'un moment, même ils périclitent et ils meurent. Moins de lumière, plus d'étoiles, un argument touristique. Cette Ardéchoise venue passer quelques jours en Cévennes profite du paysage. Ça fait tellement du bien d'être dehors, sous un ciel étoilé. Plusieurs acteurs touristiques proposent des hébergements insolites, entièrement tournés vers le ciel. On s'est inspiré de ce que les gens nous avaient dit au niveau des nuits ici, et parce que nous on trouvait qu'elles étaient belles, mais on ne pensait pas que les gens étaient aussi ravis de pouvoir en profiter. Et donc on a décidé de construire ce dôme-là. Et après une nuit sous les étoiles, une nouvelle journée démarre pour découvrir toutes les richesses du parc national des Cévennes.
proposer des circuits et des produits touristiques adaptés aux territoires ruraux. C'est l'objet d'un accord de partenariat conclu début septembre entre les micro-régions du sud de la Corse et une province de Sardaigne. L'idée est de favoriser une coopération transfrontalière. Depuis toujours, Paolo Palimode soigne ses oliviers avec passion dans la région de Nuoro en Sardaigne. Sur ses 4,5 hectares, il produit 1500 litres d'huile d'olive à l'année. Il aimerait faire connaître sa production en dehors de sa micro-région et de son île, à commencer par la Corse, si proche. C'est une synergie très importante. Nous sommes 2 micro-régions très petites, surtout à l'échelle de l'espace méditerranéen. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place cet accord entre nous pour proposer nos produits et nos circuits touristiques ensemble. Il ne s'agit pas pour nous de vendre notre production sur le marché corse et inversement. Nous, ce que l'on veut, c'est que les touristes qui passent par la Corse viennent ensuite chez nous. Et pareil de l'autre côté, on proposera aux touristes qui sont en Sardaigne de se rendre en Corse. L'occasion pour eux de faire un parallèle et de découvrir les produits d'excellence que l'on trouve dans nos 2 îles. Le village d'Olienne en Sardaigne, celui de Philitos en Corse du Sud. Un pont entre 2 îles, rien de plus vrai, avec le parcours de Jean-Claude Mondoloni. Cet artisan passionné revendique l'origine et la qualité des produits présentés sur la route d'essence. Cet accord avec la Sardaigne ne fera que conforter sa démarche. Voilà, ça favorise la production locale, souvent une production de l'intérieur qui n'est pas tout le temps du bord de mer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont installés dans l'intérieur et qui font l'effort de faire de très bons produits, type charcuterie, type miel, etc. etc. Été 2018. L'accord entre la province de Nuoro en Sardaigne et celle d'Ornano, Sartenay, Valinco et Taravo se finalise enfin. 2 foires, l'une à Philitos en Corse du Sud et l'autre à Oliena, dans le centre de la Sardaigne, célèbrent cette union. Des élus de terrain, des responsables agricoles partagent leurs expériences et leur savoir-faire. Il s'agit de structurer et de développer une offre commune de tourisme en milieu rural. Un axe de coopération transfrontalière va être mis en place en proposant une offre touristique commune entre ces 2 territoires. Cette synergie entre les agriculteurs sardes et corses va permettre de mieux exporter leurs produits, de renforcer et de développer les transports entre les 2 îles. Des programmes d'hébergement et de loisirs viendront compléter ce dispositif. C'est un accord important. C'est aussi la démonstration que notre activité ici, dans la province du Nuoro, est aussi appréciée à l'extérieur. Notre modèle de tourisme rural peut aussi s'exporter. Notre collaboration avec la Corse, une île jumelle, en reste la meilleure preuve. Ici, dans notre micro-région, pendant très longtemps, notre économie a évolué en interne uniquement. D'un point de vue pragmatique, il a fallu changer. Si on reste trop isolé, on ne peut pas évoluer. C'est une impasse. Notre collaboration avec la Corse, notre île voisine, si proche, représente une évidence économique. C'est tout ce qui est au cœur du projet que nous portons à la Chambre de commerce de Nuoro. Nous allons proposer un bassin économique beaucoup plus important. Dans ce village d'Oliena, au centre de la Sardaigne, une belle fête sur un week-end vient célébrer ce rapprochement entre ces 2 territoires. Présentation de différents produits, théâtre de rue, rien ne manque à l'appel. Les foires rurales sur les 2 îles représentent aussi des espaces d'échange et de coopération transnationale. Une mise en réseau des offres et des sites sur ces 2 territoires est prévue à très court terme. Ce projet a pu bénéficier de financements européens. Le fait que 3 peuples comme les nôtres, la Sardaigne, la Corse et la Catalogne se rencontrent, avec toutes nos similitudes, l'attachement à la terre, une langue qui nous est propre, tout cela reste essentiel dans le monde d'aujourd'hui de plus en plus globalisé. C'est notre unique arme pour se défendre ensemble devant cette évolution internationale. La valorisation du programme Nature, Territoire, Culture et Patrimoine est aussi l'un des objectifs poursuivis par cet accord. Il s'agirait d'élaborer un événement culturel itinérant hors saison.
La présence d'une délégation catalane sur place durant ce week-end s'inscrit naturellement dans cette démarche. Par rapport à cet accord entre la Sardaigne et la Corse, nous ferons venir demain la ministre de la Culture catalane pour commencer à réfléchir à notre intégration dans cet accord. Dans un premier temps, notre participation sera d'ordre culturel, mais ensuite nous devons déboucher sur une thématique économique. Cela ne peut pas être autrement. C'est l'Europe de demain ? Bien sûr, cela doit être l'Europe de demain parce que si l'on perd notre tradition, si l'on oublie nos racines, nous n'aurons plus aucun futur. Les touristes se pressent nombreux autour de tous les produits présentés sur le stand corse. Ce territoire de l'Ornano, du Sartene-Valinco et du Taravo regroupe 46 communes. Un peu plus de 20 000 habitants et un espace économique qui va pouvoir bénéficier des retombées directes de cet accord avec cette micro-région de la Sardaigne. Tout ça pour en fait aider la population locale, les gens qui vivent, qui s'investissent et qui travaillent, leur apporter une ressource supplémentaire et en un mot faire vivre l'intérieur qui en a grandement besoin. 5 ans de réflexion, 2 ans pour sa mise en place, cet accord entre deux territoires de Sardaigne et de Corse a mis bien du temps à voir le jour. Un final des plus festifs est venu saluer cette réussite qui entend surtout s'inscrire dans la durée. La Méditerranée est un terrain de jeu privilégié pour tous les amateurs de voile. Les plus beaux voiliers d'époque, magnifiquement restaurés, s'y retrouvent régulièrement pour des régates classiques, des bateaux de légende, témoins d'une époque où le nautisme était à la fois un sport et un art de vivre. Ils sont tous là, en Méditerranée, les plus beaux voiliers classiques du monde. Des bateaux de légende, prêts à relever de nouveaux défis. Un magnifique spectacle de yachts, de sloops, de goélettes, de ketch. Des merveilles qui n'ont pas de prix et qui font encore la fierté des grandes familles d'Europe. À la fin de l'été, ce petit monde de la voile classique se retrouve à Monaco pour le lancement de la saison des régates, un rendez-vous chic et incontournable. Daniel Charles, historien et membre du jury, monte à bord d'Eleonora. Il contrôle les bateaux qui accostent. Et Eleonora est une réplique exacte d'un bateau coulé dans les années 50. Cet historien est littéralement tombé sous le charme. La largeur de ces goélettes, là, c'est toujours totalement bluffant. Et ça, c'est donc le bateau initial, celui qui est mort en 54. Mais son esprit vit toujours. Un bateau avec des livres, ça, c'est un plaisir. Ah, une première édition de Kipling, c'est génial, ça, quand même. C'est une machine à remonter le temps où on retrouve les gestes, le plaisir d'être sur une grande goélette de 1907. On dit qu'un bateau en bois, c'est un trou dans l'eau, entouré de bois, dans lequel on verse de l'argent. Oui, c'est comme ça, mais c'est de la passion pure. Pendant ce temps, à bord du Twiga, le bateau du prince Albert, la bataille fait rage. Pour la principauté, pour le Twiga et pour l'honneur. On remonte derrière, on se met clair. À Madour, le bateau de Tom n'est pas là pour la performance. Ce ketch de 17 mètres a d'autres atouts. Son pont en teck massif et ses courbes généreuses ont tout de suite séduit l'ancien ébéniste. Et moi, j'ai donc refait tout l'intérieur en menuiserie acajou, massif, coupé d'onglets. Et il y a un petit violoncelle qui apparaît entre les pieds des tables. Vous voyez un demi-violoncelle exact. Hein. Je l'ai tracé sur un violoncelle montagnard.
Tom et les jolies lignes d'Amadour vont pouvoir s'afficher pendant le concours d'élégance, le rendez-vous rétro de ces régates monégasques. Cette tradition héritée des années folles tient à cœur d'Isabelle Andrieux, l'organisatrice des régates. On veut créer un petit plus par rapport aux autres événements qui existent en Méditerranée. Donc on essaye d'avoir des concours d'élégance avec la tenue des équipages, le respect à l'étiquette. Ça peut être aussi des petits coups de cœur. Le jury peut avoir des coups de cœur. On veut s'amuser, c'est une semaine de festivités. Les membres du jury ne prennent pas cette affaire à la légère. Un voilier en bois, c'est un peu comme une œuvre d'art qu'on admire et examine sous toutes ses coutures. On ne possède pas un bateau, on en prend soin. Ce pourrait être la devise de tous les participants de la dernière régate de la saison, organisée à Saint-Tropez. On retrouve Philippe et Nan avec un nouvel équipage, des clients fidèles et motivés. Chaque régate est différente, chaque régate c'est une nouvelle ambiance, une nouvelle météo et des nouvelles personnes à bord. Ici en l'occurrence, ces personnes qui sont là, pour une grande partie, au moins la moitié, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent à bord. On est content d'arriver, qu'on soit là, que le bateau soit encore en parfait état, voilà. On essaie de faire un résultat bien sûr, ouais. Le bateau de Tom est aussi là. Il s'en sort bien dans des conditions plutôt sportives. Nan s'élance lui aussi dans la course. Le bateau s'avère très rapide et la victoire est peut-être en vue. Bravo les gars, super régate, énorme. Pour le Nan et Pépi. Vous nous avez vu arriver, on avait les yeux qui pétillaient de bonheur, en plus on a fait un bon résultat, donc ça vaut tous des moments, c'est vraiment magique, très magique. Pour son dernier convoyage de la saison, Philippe a une pensée pour son grand-père, qui a tenu cette barre avant lui. Il a aussi de beaux projets de régate pour Nan, qui est aujourd'hui un magnifique patrimoine et une entreprise pleine d'avenir. Dans le sud-est de la France, la Crau est depuis 1992 une réserve naturelle de 7500 hectares. Objectif affiché, encourager les activités humaines susceptibles de préserver des espaces naturels. L'idée qui s'est imposée a été celle de maintenir l'élevage du mouton, présent sur le site depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, grand branle-bas de combat à la ferme de Michel et Agnès. C'est le départ des bêtes pour les alpages, une transhumance qui autrefois se faisait à pied. Moi, je ne l'ai jamais fait à pied. Et ça me paraît un peu plus simple aujourd'hui parce que c'était long quand même à pied. Hein. Ça a duré quand même une douzaine de jours. Et bon, avec la chaleur, c'était quand même pénible. Aujourd'hui, ils chargent maintenant à 1 heure, les bêtes sont là-haut. C'est un système un peu particulier qu'on a dans la Crau quand même. On a un système qui est basé sur la transhumance parce que l'été, on n'a pas d'herbe dans la Crau, on est obligé de partir. Alors on part 3 mois dans les alpages et ça nous permet de revenir au début octobre quand les fouets sont terminés dans la Crau. Et on mange les 4e coupes qui repoussent et qui nous permettent de passer l'hiver. L'année des troupeaux est rythmée en 3 temps. Le printemps dans les coussous de la Crau sèche, l'été en alpage et les mois froids dans la Crau verte, pour profiter de la repousse des prairies de foin. Le mouton mérinos, lui, autrefois élevé pour la qualité de sa laine, est devenu peu à peu production bouchère, sous prétexte que la laine ne paye plus le tondeur. Pourtant, quelques irréductibles croient encore aux qualités lainières du mérinos. Cette laine, il faut savoir qu'elle a une importance capitale pour l'utilisation que nous en faisons. Nous fabriquons des couvertures avec cette laine. Et c'est vraiment la laine la plus adaptée au monde, à notre avis, pour faire de belles couvertures. Je vais vous montrer ce qu'on en fait de la laine de vos moutons. Vous allez voir. Vous voyez, si vous la touchez, vous voyez que la couverture qu'on fait avec,
elle a conservé tout le gonflant de la laine. Vous voyez, c'est une couverture très gonflante qui n'est pourtant pas lourde. Elle est issue d'une sélection de quelques troupeaux, de quelques éleveurs qui ont gardé, comme l'a fait celui-ci, la finesse qu'avaient les laines il y a 70-100 ans, qui était une finesse obtenue par croisement avec les mérinos d'Espagne. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.